is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. Bonjour à tous, bienvenue sur ce live des chroniques d'Alira. Je suis très très heureux de vous rejoindre aujourd'hui pour ce live des chroniques. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir deux invités spécialisés sur l'emploi dans la blockchain, Thibaut et Aurélien. Thibaut, est-ce que tu veux te présenter et nous dire quelques mots à ton sujet? Oui, bonjour à tous. Du coup, je suis Thibaut, le cofondateur de On-Chain Jobs. C'est une plateforme spécialisée dans les métiers Web3. On a donc une plateforme qui recense des métiers principalement en Europe et remote, ainsi qu'une agence de recrutement qui place des candidats dans des entreprises du secteur. Trop bien, merci beaucoup. Et on est aussi, aujourd'hui, on a aussi Aurélien, qui est le fondateur de Stack Talent. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus, Aurélien, sur Stack Talent? Ah, on a un petit bug avec Aurélien. Bug de connexion, c'est freeze, hein, c'est ça. Bon, et ben, on va pour l'instant. Ah, Aurélien, est-ce que c'est revenu? Est-ce que tu nous entends, Aurélien? Hop, on va te laisser le temps de régler l'enjeu de son. On est aussi avec les habitués, Virgile et Daniel de l'équipe Alira. Est-ce que vous voulez vous présenter pour les petits nouveaux qui pourraient nous rejoindre aujourd'hui? Pour les petits nouveaux, Daniel Villamontero, j'assure la direction pédagogique chez Alira, comme c'est indiqué sur le titre. Et j'ai le plaisir d'animer les talks Alira tous les lundis à 18h, mais ça c'est entre nous. C'est le petit moment privilégié entre les apprenants et les anciens. Et on a créé cette formule, comme le rappellera peut-être Jérémy, pour celles et ceux qui nous voient de l'extérieur, pour leur donner aussi des bonnes informations. Tout à fait. Et Virgile? Et bonjour tout le monde, moi c'est Virgile et je suis essentiellement rédacteur pour Alira, donc tout ce qui est relatif à la rédaction, c'est-à-dire la rédaction des newsletters et la création de contenu pour assurer une certaine veille pédagogique chez Alira, eh bien c'est moi qui m'occupe de tout ça. Et je suis aussi participant aux différents lives qu'on organise, donc à la fois les talks et les chroniques qu'on diffuse en ce moment même. Notre chroniqueur préféré. Je suis très content en tout cas de vous retrouver tous. On va parler aujourd'hui l'emploi dans la blockchain et donc notamment avec Thibaut et Aurélien. Peut-être on peut commencer par Thibaut. C'est quoi ton sentiment sur le marché en ce moment? On entend c'est le bear market, c'est la fin du monde, il n'y a plus d'emploi, tout le monde se fait licencier, etc. Est-ce que c'est ce que tu constates sur le marché? Sachant que toi, tu es aux prises avec ça tous les jours. Alors, grosso modo, on est dans une période de consolidation où les équipes vont pas forcément s'étendre, ça c'est vrai. En revanche, on est quand même dans une période par rapport à 2019, donc il y a quelques années au précédent bear market, où on a vraiment l'industrie qui a grandi.
qui est devenu plus mature et qui aujourd'hui en fait s'endurcit et à travers le cycle qu'on vit actuellement, les entreprises finalement ont le temps un petit peu de faire des prévisions, de mieux se structurer. Elles sont moins la tête dans le guidon que quand les prix étaient hauts, donc on est dans une période finalement qui est plutôt apaisante, je pense, pour les fondateurs de projets, qui est pas forcément la période où on va croître, mais qui est par contre la période où on va préparer le prochain cycle. Et je pense qu'il faut avoir vraiment ces thèmes-là en tête quand on se lance dans l'industrie. C'est vraiment qu'on est beaucoup régi par les cycles finalement de marché. Comment on se situe par rapport au dernier bear market comment tu compares le bear actuel au bear précédent? On est beaucoup mieux. On est vraiment largement beaucoup mieux dans le sens où on avait une industrie vraiment naissante au précédent bear market, je pense en France, comme on en discutait, c'était vraiment un petit noyau et aujourd'hui on est quand même sur quelque chose qui n'a plus rien à voir finalement avec ce que c'était il y a encore ne serait-ce que 3 ans. Voilà, on peut voir la situation de manière négative ou de manière positive, mais pour moi c'est vraiment rassurant de voir que finalement on est toujours dans une phase de très grande progression par rapport à 2019-2020. C'est sûr que si on compare à N-1 à l'année dernière, on est vraiment sur une baisse de recrutement dans le secteur, mais si on compare à il y a 3 ans, on est sur une explosion des besoins et des headcounts, donc très positif. Ok, trop bien, hyper intéressant. Aurélien, tu nous entends ou pas? Ouais, c'est bon, bonjour, désolé, j'ai eu des gros problèmes de connexion et d'ordinateur. Ok, Je sais pas si je freeze là, mais j'ai des gros problèmes. Non, on a un peu d'écho, mais on t'entend bien. C'est quoi du coup ton sentiment à toi sur le marché de l'emploi actuel? Un peu pour revenir à ce que je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Thibaut. Nous, c'est vrai nous, on s'est lancé du coup il y a 2 ans en plein bull run, donc beaucoup d'activités, moment très excitant, mais en même temps, c'était aussi une période où il y avait un peu de tout et n'importe quoi dans le milieu de l'emploi. Et aujourd'hui, on voit que c'est un peu rationalisé et que on retrouve des emplois beaucoup plus stables, des entreprises beaucoup plus stables, qui sont prêts à accueillir aussi des profils qui avant n'étaient pas forcément attirés par la blockchain. On a des structures beaucoup plus solides et on a plus cette explosion aussi des salaires qu'on pouvait avoir durant le bull market où on avait des boîtes qui étaient prêtes, qui faisaient faire une levée de fonds, qui étaient prêts à aligner un 100K pour un développeur junior avec un an d'expérience en Solidity. Là, aujourd'hui, c'est moins vrai. Les boîtes, elles ont arrêté de se faire arnaquer par ces soi-disant experts Solidity. Elles savent ce que vaut vraiment un développeur Solidity et elles mettent le prix qui correspond au marché. C'est quoi le prix qui correspond au marché? Ça va dépendre après, mais si demain tu prends un développeur, un mec qui a vraiment fait du Solidity pendant 3 ans, on est sur plutôt 70, 90. Ok, mais pour quelqu'un qui a vraiment la compétence, pas quelqu'un qui a fait CryptoZombie dans sa vie, quoi. Non, voilà, quelqu'un qui a vraiment une vraie compétence. Mais typiquement, durant le bull run, on avait des gars qui avaient fait CryptoZombie et qui demandaient 80K, 90K. Ouais. Et qui trouvaient des projets pour lesquels bossaient, des projets NFT, etc. Et les mecs devaient les livrer vite, donc ils avaient besoin de trouver des gars et les gars trouvaient des postes à 90K en ayant un an d'XP, même pas. Ouais. C'est quelque chose de typique qu'on a quand des ressources sont rares et extrêmement demandées. Moi, je me rappelle de l'époque où tu étais webmaster quand tu savais installer Windows et que tu pouvais négocier des TGM complètement folles. Hein. C'est dès qu'il y a quand même ça, des grands engouements technologiques et que c'est la croix et la bannière pour trouver des profils qualifiés, la moindre personne qui a lu un tuto, dans le monde des aveugles, les bornes sont rois hein, et avec beaucoup de borgnes. C'est ça. C'est ça. Entre-temps, il y a une question de Koutaku qui est vraiment intéressante. Il demande, il y a des profils actuellement qui sont plus recherchés que d'autres. À cette question-là, je dirais qu'il y a trois catégories qui sont plus recherchées dans le domaine de la blockchain. C'est en premier lieu, c'est surtout les profils tech, donc tout ce qui est développeur, back-end, front-end, UI, UX, designer, etc. En deuxième, ce sera le marketing avec tous les métiers relatifs au business développeur. Et en troisième, je dirais que c'est surtout le juridique avec tous les cadres réglementaires qui vont arriver au cours des prochaines années. Et donc, ça va nécessiter de se conformer et puis
Et puis en même temps, on aura également besoin de développeurs pour pouvoir créer des protocoles adaptés aux réglementations en vigueur. Donc, après, c'était les 3 catégories que je voulais citer, mais peut-être que Thibaut et Aurélien, enfin, peut-être que vous avez une opinion différente par rapport à ma réponse. Non, je suis plutôt aligné avec toi. Ça va dans le sens de la consolidation au final, où on a besoin de métiers qui sont vraiment hyper impactants pour une structure sur du long terme. Et du coup, c'est exactement ce que tu disais, quoi. Nous, on s'amuse chez Alira depuis l'origine des temps, donc fin 2018. On mesure sur les plateformes d'emploi toutes les semaines, tous les lundis. On a quelqu'un qui passe en revue toutes les plateformes qui existent et on regarde le nombre d'offres qui existent sur ces différentes plateformes. Et ce qu'on voit, c'est un peu ce que tu disais, hein, c'est que finalement, oui, bon, alors il y a un petit recul par rapport à il y a 6 mois, 1 an, mais franchement, on est largement au-dessus de ce qu'on a pu constater au début de la phase, de production, et on reste à un niveau qui est, à mon sens, assez soutenu. Et où clairement, en fait, on continue d'avoir une demande qui est assez forte sur l'ensemble des spécialités, les développeurs, les consultants, les spécialistes juridiques, le marketing, comme vient de le préciser Virgile. Nous, voilà, on garde toujours un doigt sur le pouls du marché de l'emploi parce que forcément, on forme des gens pour ce marché. Donc, voilà, il faut savoir où ils vont après. Donc voilà. Je crois que vous avez des Aliriens qui sont passés par chez vous. Thibaut, tu me disais tout à l'heure, notamment, je crois. Oui, clairement, on a eu beaucoup pour le coup. C'est notamment Julie Bruno, hein, qu'on évoquait, qui est vraiment un très bon élément et qui a été très sympa, qui a une belle vision des choses, je trouve, au niveau de la tech. Et avec qui on a un petit peu travaillé. Il y en a eu énormément. Je te cache pas que je fais pas tous les recrutements, mais on a eu une énorme vague effectivement d'Alériens dans les gens qu'on a eu au téléphone. Et franchement, c'est vrai que en fait, cette passerelle-là facilite beaucoup les choses quand même, je dirais, même dans la recherche de l'emploi, clairement. On a Masna qui demande où trouve-t-on le plus d'offres. Alors peut-être que ça peut être utile de réexpliquer ce que vous faites parce qu'on a quand même 2 spécialistes de cette question là parmi nous. Du coup, comment on fait pour trouver une offre? Il y a beaucoup d'endroits pour trouver une offre. On va dire les moyens plus classiques, ça va être sur les job boards spécialisés. Donc spécialisés Web3, blockchain, il y en existe beaucoup. Il y en a beaucoup qui vont être à l'international, comme des Web3 Jobs, ou plutôt des Français comme par exemple Unchained Jobs. Nous, sur notre site aussi, on a une job list qui n'est pas forcément publique, mais sur laquelle vous allez pouvoir retrouver aussi beaucoup d'offres. Et après, c'est aussi passer au-delà des jobs publics qui sont sur les job list, ça va être aussi en event, parce que là, vous rencontrez des recruteurs comme nous, parce que énormément de jobs ne sont pas publics et ne sont pas publiés par les startups du monde du Web3, sont un peu des offres shadow. Et pour aller choper ces offres shadow, il faut discuter avec les gens de l'écosystème, et ça passe par des événements. Ça peut être aussi des rencontres lors d'événements en ligne, hein, également. Et ça peut être aussi avec des recruteurs, des cabinets de recrutement spécialisés là-dedans. Comment vous le quantifiez, la taille du marché shadow par rapport au marché officiel? Vous qui avez les mains dedans toute la journée, vous le quantifiez comment? Ouais, je serais presque sur du 50-50 quasiment. Ok. Il y a à peu près 50% des postes avec lesquels on travaille, enfin 50% des postes de nos clients qui sont pas disponibles sur leur job board à eux. Ok, même chose de ton côté. J'allais dire justement, ça me paraît cohérent. Après, c'est vrai que je pense qu'on a chacun un biais, une vision, tu vois, en fonction des situations qu'on a eues. Mais c'est vrai qu'il y a une belle quand même partie qui va être en off, dans le sens où des fois même, et je sais pas si tu me rejoins là-dessus, Aurélien, mais je pense que c'est aussi la raison pour laquelle les offres sont off, c'est que les skills sont tellement particulières que tu es un petit peu obligé de passer par ton réseau, de trouver des gens qui ont déjà fait finalement le use case que tu veux mettre en place. Et t'en as pas forcément beaucoup. Donc, des fois, tu as 5 personnes en France qui font ce que tu recherches. Et du coup, là, pour le coup, ça sert un peu à rien de poster une offre. Vaut mieux aller demander directement, quoi.
Je suis assez d'accord là-dessus. Moi, à titre exceptionnel, j'ai jamais répondu à une offre d'emploi. J'ai toujours été recruté en offre. Et en fait, non, mais c'est un cas comme un autre, hein. Et en fait, parmi les apprenants, parce que je discute beaucoup entre eux, il y en a pas mal en fait qui arrivent à trouver là-dessus. Ils sont sur tel Discord, ils échangent, ils se font remarquer. Ils ont posté sur LinkedIn une news un peu technique sur un EIP et les gens se disent attends, il est calé et tout. Il se fait contacter, il se fait débaucher comme ça, hein. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on dit de manière permanente aux apprenants. On a un atelier entièrement dédié à ça et Thibaut et Aurélien ont le plaisir d'y participer. Et puis Maël Val aussi, qui est venu la dernière fois, qui s'est bien passé, je la réinviterai. Faites-vous connaître, faites-vous savoir, faites-vous voir avec un peu de modestie, avec un peu d'élégance, mais faites-vous connaître et surtout discuter, échanger, aller dans les salons. Il y a beaucoup, tous les salons qui sont payants comme ETH et tout ça, autour, il y a plein de personnes qui n'ont pas leur ticket et qui discutent et qui échangent et qui réseautent. Sortez de votre cabane, même numériquement, mais au moins parlez avec les gens. Et vous allez voir qu'en fait, quand on cherche un développeur qui est disponible, moi, quand un développeur est disponible, je suis au courant, et quand je cherche, j'ai pas une liste très longue, j'envoie directement. Donc c'est vraiment cette réflexion-là que vous devez avoir. Surtout qu'aujourd'hui, il y a tellement de moyens d'être visible numériquement, avec, pour les développeurs, avec GitHub, avec Stack Overflow, etc. Twitter, enfin voilà, tous les réseaux sont bons à prendre et votre visibilité se joue sur chaque réseau. Après, chaque poste a ses réseaux un peu différents, mais que ce soit sur Discord, sur Twitter, sur LinkedIn, sur GitHub, rendez-vous visible, participez, communiquez avec des gens et c'est là où finalement vous trouverez plus facilement votre job de rêve, on va dire. Et si d'aventure vous êtes en intercontrat et que vous n'avez rien à faire, n'hésitez pas à rejoindre des petits projets même bénévolement. L'expérience que vous allez gagner, c'est du contact, c'est de la légitimité. Ça se trouve, ce projet arrive à lever des fonds et puis finalement, la question ne se pose plus, hein, vous pouvez être financé. Donc voilà, attendre est la pire des solutions, mais ça, on le dit pour le Web3, Jérémy, mais en fait, on dit ça pour n'importe quel secteur d'activité, hein. Ouais, complètement. C'est complètement le cas. Je me rends compte que j'ai complètement oublié en introduction de vous présenter les sujets de la journée. Du coup, je profite de cet entre-sujet puisqu'on va passer au deuxième sujet de notre chronique, qui est les nouveaux métiers de la blockchain, puisque oui, la blockchain amène de nouveaux métiers. Pour vous présenter la chronique dans son ensemble. Donc, on va parler dans un instant des nouveaux métiers. On a parlé de l'emploi juste avant. Et on va pouvoir ensuite, au niveau du troisième sujet, vous parler de la vie privée, ce qui est pour nous un sujet qui est essentiel. Et on verra comment est-ce que on a eu des développements récents sur ce sujet, notamment sur Ethereum, pour mieux protéger sa vie privée sur Ethereum. Voilà, pour vous donner un peu le cadre global de la chronique. Mais du coup, revenons sur la question des nouveaux métiers de la blockchain. Virgile, je sais que c'est un truc que tu as pas mal regardé, ces nouveaux métiers. Qu'est-ce que tu as observé comme drôle de forme émergente qui n'existait pas avant cette technologie? Eh ben, en fait, tout dépend du secteur d'activité pour lequel le projet est concerné. Enfin, j'ai un peu formulé n'importe comment, mais l'idée c'est ça, c'est que globalement, il y a toute une série de métiers qui existaient déjà, mais la blockchain a instauré une nouvelle façon de faire. Et le meilleur exemple qu'on pourrait citer, c'est le protocole AV. Le AV, c'est un protocole de liquidité sur lequel on peut faire des prêts et des emprunts. Mais en fait, AV pense que c'est pas seulement la finance que la blockchain peut révolutionner, c'est aussi la gouvernance. Et à partir de là, eh bien, disons que AV fonctionne, enfin, la gouvernance d'AV fonctionne en une multitude de prestataires différents qui s'intègrent au forum. Et actuellement, il y a, je dirais au moins une dizaine de prestataires de services qui opèrent uniquement sur la DAO, qui sont rémunérés par la DAO d'AV pour leur activité. Et chacun dispose d'activités propres, par exemple le développement du protocole, ou alors tu as aussi
Gauntlet et Chaos Labs qui sont spécialisés dans les paramètres de risque, c'est-à-dire qu'on doit optimiser le fonctionnement du protocole. Et tu as des prestataires comme l'Avechan Initiative ou Stable Labs qui sont dédiés à l'activité de la gouvernance, c'est-à-dire qu'ils ont une vision de l'avenir du protocole et ils militent, ils font des propositions de gouvernance de façon à coller à leur vision. Et alors, je vais essayer de vous retrouver un schéma pour illustrer les différents prestataires de la DAO d'AV, mais je vous montrerai tout ça parce que c'est très intéressant à étudier. Ouais, carrément. Si tu l'as, si as le schéma sous la main, je pense que ce sera top. Thibaut, tu vois des nouveaux métiers quoi, qui émergent avec des nouvelles manières d'exercer des anciens métiers, peut-être? Ouais, c'est exactement ce que tu disais, c'est une nouvelle manière d'exercer des anciens métiers. Après, on va avoir des métiers vraiment à part entière qui vont se dessiner quand même un petit peu, comme le disait Virgile juste avant. Mais c'est vrai qu'après, on va pas forcément toujours revenir sur des compétences métiers nouvelles, en fait. Et ça, c'est plutôt bien pour des gens qui ont déjà des Ouais, c'est juste moi. Vous m'entendez? C'est bon, Daniel, Ok. est-ce que tu m'entends? j'entends. Ok, top. Continue, Thibaut, je t'entends. En gros, l'idée, c'est que on rajoute à son arc de compétences, je dirais traditionnelles, des compétences qui sont liées à la blockchain, qui vont venir en fait compléter et amener une crédibilité et la possibilité de s'investir dans l'écosystème. Mais je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Parce que au final, beaucoup de métiers sont déjà des métiers existants. Par exemple, on prend le métier de blockchain développeur. C'est très rare qu'on ait des blockchain développeurs qui commencent par faire du blockchain développement. Ils ont toujours quand même une petite sous-couche technique, soit du front, soit du full stack, soit du back, qui les aide finalement à appréhender la tech blockchain. Et dans ce sens-là, on peut l'adapter à tous les métiers, c'est-à-dire qu'un marketing manager, s'il est compétent dans son métier de marketing manager traditionnel, avec des compétences liées à la blockchain et finalement une connaissance du milieu, il pourra largement interagir dans cette industrie. Ok. Trop Oui, cool. tout à fait. Moi, je suis assez d'accord aussi avec Thibaut. C'est vrai qu'aujourd'hui, les ponts sont beaucoup plus faciles à faire entre le Web 2 et le Web 3, ce qui avant était peut-être un peu moins vrai parce que les technos étaient assez nouvelles, ça pouvait faire peur aux gens, etc. Là, maintenant, on se rend compte qu'en fait, on a une réplication de tous les métiers du Web 2 dans le Web 3. Un DevOps ou un full stack, etc., il aura juste à acquérir en arrivant dans la boîte ou grâce au projet perso qu'il a fait, ce petit vernis blockchain en plus. Mais finalement, des gens qui touchent vraiment 100% qu'à la blockchain et qui sont des cracks là-dedans et qui comprennent vraiment les fondements du truc, dans les projets, il y en a très peu. À chaque fois, c'est vraiment la core team, ils sont 2-3, mais c'est plus trop les profils qu'on va recruter aujourd'hui. Les profils qu'on va recruter aujourd'hui sont des fonctions support autour d'une core team. Ouais. Ok. Et ça, la notion de métier support, ça, j'aimerais bien que vous en parliez un tout petit peu vraiment en détail, parce que c'est quelque chose qui est souvent très demandé. 9 sur 10 des personnes qui bossent dans le web ne sont pas des développeurs web. Il y a des tas d'autres métiers autour, d'entreprises et de technologies qui sont liées au web. Qu'est-ce que vous avez comme exemple de personnes en fait, qui sont dans un métier qui est peut-être du marketing, qui est peut-être de la gestion de projet, des agilistes par exemple, et ils se disent, bon sang, si j'ai la carte Web3 blockchain en main, bah, je peux clairement rejoindre légitimement un produit. Et en fait, on peut très bien rejoindre des projets comme ça sans savoir coder aucun smart contract. Qu'est-ce que vous avez comme exemple en fait qui marche plutôt bien, qui sont très demandés et où vous vous dites bah en fait on s'y attend pas, mais je dis une bêtise, les product owners on en a besoin de 50 quoi, et on n'en trouve pas. C'est vrai qu'au niveau du marketing communication, il y a beaucoup de métiers pour les personnes du coup sur non dev. Après, il y a des codes à avoir parce que il y a un peu ce nouveau paradigme avec la blockchain où c'est beaucoup de communautés et donc du coup ça change un peu de la communication traditionnelle qu'on peut avoir sur des projets Web 2, sur des projets Web 3, faire développer une communauté, animer une communauté. Donc ça va être un peu différent, mais à partir du moment où on a acquis ces codes, on a pu acquérir ces codes, c'est assez facile de passer de l'un à l'autre. Après, pareil, on va avoir dans tout ce qui va être légal. Légal, aujourd'hui, il y a énormément de sujets. Donc des personnes qui viennent du monde des avocats, des pénalistes, etc., qui ont étudié le droit digital, et notamment avec les nouvelles réglementations, etc. C'est aussi des métiers qu'on va retrouver dans la blockchain. On a beaucoup, chez les consultants, on a quand même beaucoup d'avocats, beaucoup de personnes qui sont liées à la fiscalité, qui sont liées au juridique, qui font des formations de consultants.
Alors c'est très très plaisant parce que pour après ça fait des profils qui sont intéressants et ça rassure aussi ceux qui sont dans la promotion parce que quand ils lancent leur projet, ils peuvent demander à leurs collègues s'ils sont pas en train de faire une bêtise. Donc C'est ça. moi je trouve que c'est vraiment bien. C'est un des points critiques pour moi, enfin un des points les plus importants en fait dans les formations à l'IRA, c'est que les consultants, les experts en finance centralisée et développeurs blockchain bossent en même temps. On constitue des groupes hybrides. Et en fait, comme on a une moyenne d'âge entre 38 et 40 ans, enfin pour les consultants, bah, ça fait des profils qui ont des carrières, qui ont de l'expérience, et c'est ça aussi que les gens recherchent. Donc pour moi, c'est merveilleux. Mmh. Ah, et puis en même temps, on a vu les BizDev qui étaient mentionnés par WiseBlock. Alors les business développeurs, bah, c'est totalement un nouveau métier de la blockchain parce que en soi, les business développeurs, c'est relativement répandu dans le marketing. Mais mais des business développeurs qui assimilent la culture de la blockchain et qui se sont appropriés ces codes, bah, finalement, il y en a très peu et c'est pour ça qu'ils sont très demandés aujourd'hui. Ouais, carrément. Bah, Ouais. c'est un peu l'histoire de la double casquette, quoi. Pour vendre un produit, il faut le comprendre et comment vendre un projet blockchain sans le comprendre, c'est compliqué. Et là, il faut absolument, je pense, maîtriser les codes et l'industrie dans ce genre de métier qui est un peu crucial pour une entreprise. Après, par contre, en fonction du niveau de difficulté, de compréhension du projet, etc., il y a quand même des projets qui vont être beaucoup plus simples à vendre et qui vont être plus simples pour un business développeur à intégrer que d'autres. Et c'est là où, en fait, je pense, le niveau de compétence peut être finalement assez débutant si on a un projet qui est simple à comprendre, facile à disséquer et à présenter. Alors que si, par exemple, on a un projet comme AAV, par exemple, qui est beaucoup plus deep, qui repose quand même sur pas mal de fondations financières, enfin, du monde financier, etc. Là, je pense que c'est plus difficile d'arriver à l'expliquer correctement, etc. Ouais, complètement. Tu avais, Virgile, je crois, justement, comme on parlait de AV tout à l'heure et on en reparle maintenant, tu avais tout sur ton écran, je crois. Ouais, effectivement, alors, est-ce qu'on voit bien alors, je sais que l'image est un Peut-être peu que tu petite, mais zoomes un peu si peut-être dedans. alors, bah, on va faire ce qu'on peut. Yes, Là, super. vous voyez C'est mieux mieux. là? Ah, c'est mieux, ouais. Ok. Bah, du coup, le schéma là, bah, ça explique parfaitement tous les types de prestataires qu'on peut trouver dans la DAO d'AV. C'est-à-dire qu'on a les équipes qui sont dédiées au développement du protocole avec AV Companies et BGD Labs. Là, on a les paramètres de risque avec Chaos Labs et Gauntlet, où là, le but, c'est de définir quels actifs peuvent être empruntés ou non, et si oui, à quelle quantité peuvent être empruntés. Ensuite, on a le compartiment enfin, finance et croissance avec la Vetchan Initiative et Lama. Alors, il me semble que il me semble que chez Lama, le contrat est arrivé à terme et maintenant c'est Token Logic qui s'en occupe. Mais eux, ils sont dédiés vraiment à la gestion de la trésorerie et à la croissance de AV. Et pour les audits, on a Sigma Prime et Certora, où là, c'est vraiment l'audit de smart contracts. Ça aussi, c'est un nouveau métier instauré par la blockchain, où ce sont des organismes qui sont chargés de garantir que les smart contracts ne contiennent pas de failles. Et on a un programme de grant qui s'appelle AV Grant, qui consiste à financer des nouveaux projets. Par exemple, Lens Protocol, qui est une infrastructure pour construire des réseaux sociaux. Eh bien, c'est un projet qui a été incubé par AV. Trop Et, bien. et du coup, pour ceux qui se posent la question de savoir d'où vient l'image, eh bien, ça vient de Mark Zeller qui avait fait une présentation à l'ETHCC où il présentait la façon dont les protocoles de finance décentralisée, entre autres, pouvaient atteindre un stade où ils deviennent complètement autosuffisants et qui sont, on arriverait à des stades de démocratie liquide où ce seraient les utilisateurs du protocole qui gouverneraient le projet plus que l'équipe de développement eux-mêmes. Il est où d'ailleurs, l'ami Marc, là, dans quelle bulle est-ce qu'il est? Alors, lui, il est à la Vetchan Initiative, donc c'est ACI sur le schéma. D'ailleurs, c'est lui qui en est le fondateur. Ça règle la question.
C'est vrai que j'aurais dû commencer par là, effectivement. Mais, mais ouais, c'est tout ça pour dire que en fait, enfin, on prend l'exemple d'AV parce que c'est le plus parlant, mais il y a plein de protocoles qui commencent à atteindre ce stade-là. Par exemple, on a MakerDAO, on a Curve aussi qui rassemble un certain nombre de protocoles. Et le but de ces protocoles-là, à terme, c'est de démanteler entre guillemets l'équipe de développement pour que ce soit toute une série de prestataires qui s'occupent de leur protocole. Un démantèlement amical, hein, évidemment. Exactement. Et on précise, genre, on le dit à chaque fois, mais bon, vous le savez, hein, vous êtes avertis, ce n'est pas un conseil en investissement, faites vos propres recherches, on ne vous dit pas d'acheter du AV. Bref, voilà. Vous connaissez la petite musique, mais on l'a fait comme ça. S'il y a le régulateur qui nous regarde, coucou, il aura pris note qu'on a fait le petit disclaimer. Si ça continue comme ça, on va s'adresser au public canadien. Comme ça, il n'y aura pas de Ça problème. arrivera à la question. Je vous propose de parler de vie privée du coup. Sauf s'il y avait d'autres questions sur l'emploi, mais je pense qu'on commence à avoir une bonne image. Vous savez que comment dirais-je, les volontés de préserver la vie privée sont des volontés qui sont toujours très importantes au sein des écosystèmes blockchain. Et pourtant, on est face à ce paradoxe depuis le début, hein, qui est que les blockchains sont essentiellement des outils qui sont transparents, publics, inaliénables, et qui, à partir du moment où vous passez une transaction avec quelqu'un, ça c'est toujours un peu, des gens ont parfois du mal à comprendre de l'extérieur, mais si j'envoie un Ether à Daniel, par exemple, c'est pour acheter sa BD. Je l'attends toujours d'ailleurs. J'achète la BD de Daniel en Ether, elle sort le 6 octobre. Daniel aura accès à l'ensemble de mes transactions et pourra voir que je ne me suis pas contenté seulement d'acheter sa BD, mais que j'ai aussi acheté par exemple une formation chez Alira, que j'ai acheté la BD de tous ses concurrents. Enfin bref, il aura accès à finalement mon relevé de compte. Ce qui est un petit peu bizarre quand même en termes de construction sociale qu'on veut mettre en place. Donc les outils de privacy, de préservation de la vie privée sont à mon sens essentiels. Et du coup, Virgile, est-ce que tu veux nous faire un topo peut-être sur les nouveaux outils et notamment le nouvel outil qui va sortir sur ce sujet-là et qui peut-être va réussir à concilier vie privée et compliance? Avec plaisir. Alors pour ce qui en fait, il y a les solutions de confidentialité sur la blockchain. Il y a pas mal d'exemples qui existent déjà. On a Tornado Cash qui est le plus connu et on a aussi Railgun. Alors c'est disons que le fait de réaliser des transactions confidentielles, c'est pas un problème en soi, mais le problème qu'on a ces temps-ci, c'est comment faire pour que nos transactions confidentielles ne soient pas associées à des activités criminelles. Parce que c'est ça le plus gros problème en fait. On a tellement pris l'habitude de diffuser toutes les listes de transactions que dès le moment où on remet de la confidentialité, eh bien on a tendance à trouver ça suspect. Et pourtant, on a énormément d'utilisateurs qui veulent avoir un minimum de confidentialité, mais qui se retiennent de le faire parce qu'elles n'ont pas envie d'être associées à des hackers ou des cambrioleurs ou que sais-je encore de ne pas très reluisant. Et à ce compte-là, il y a eu un nouveau protocole. Enfin, pour l'instant, il est uniquement en phase de test, mais on a un protocole qui s'appelle Privacy Pools qui permet de réaliser des transactions confidentielles, mais à la différence que les utilisateurs peuvent préserver leur confidentialité sans soutenir involontairement l'activité des acteurs malveillants. Et si vous voulez, si vous voulez, je vais encore faire un partage d'écran, mais ça faut juste que je retrouve un peu le texte, mais vous inquiétez pas, ce sera pas long. Et le temps que tu retrouves le texte, je peux préciser 2-3 choses sur ce protocole. Donc ce protocole, il est héritier, et on reviendra dessus, de Tornado Cash, qui était le précédent grand protocole de privacy sur Ethereum. Et on reviendra dessus parce qu'à mon avis, l'évolution
le passage de Privacy Pools à Tornado Cash appelle un certain nombre de petits commentaires importants pour la préservation de la liberté, de la démocratie et la prévention des dérives totalitaires, mais on y reviendra. Privacy Pools, la différence par rapport à Tornado Cash, c'est que sur Tornado Cash, vous déposez des fonds, je simplifie un peu, mais en gros, vous déposez des fonds, vous avez ensuite une preuve de dépôt que vous pouvez présenter ultérieurement à Tornado Cash pour retirer de manière anonyme les fonds que vous aviez déposés dessus. Privacy Pool reprend ça, mais en plus de ça, il ajoute la possibilité d'une deuxième preuve, qui est le fait que vos fonds viennent d'un sous-ensemble d'adresses ou de transactions qui sont réputées être des bonnes adresses. Alors, vous allez me demander d'après qui? D'après qui? Justement, c'est là où Privacy Pools a une réponse qui est assez intelligente. C'est que Privacy Pools ne répond pas à la question du d'après qui. En fait, elle laisse n'importe quelle entité qui s'estime être vertueuse ou moralement bien dotée ou simplement une entité qui est supposée de faire la régulation, hein, c'est possible aussi, définir des critères, définir des critères qui permettent d'inclure des sous-ensembles de transactions dans cet arbre de preuves. Et ensuite, vous allez pouvoir dire, d'après tel arbre de preuves, d'après telle entité, mes transactions sont vertueuses et donc je suis innocent. Je cherche juste à préserver ma vie privée vis-à-vis de Daniel Villa-Montero et pas du tout à financer le terrorisme ou à envoyer des fonds aux soldats russes en Ukraine, quoi. Voilà. J'ai pris le rôle du régulateur, Virgile, t'as vu ça, hein? Ah, bah, t'as le visage pour en même temps, Daniel. Merci beaucoup. J'y travaille. Ah, t'as trouvé ton image. Là, et du coup, là, Jérémy vient de partager mon écran, c'est nickel. Donc là, vous avez vraiment l'illustration de ce que propose Privacy Pools, où comme Tornado Cash, il nécessite une preuve que les transactions Enfin, en tout cas, comme pour Tornado Cash, la première preuve nécessite qu'il n'y ait aucun lien entre les données d'entrée et les données de sortie. Mais là où Privacy Pools change la donne, c'est que on peut associer nos fonds à des sous-ensembles de liquidités. En gros, c'est des réserves de liquidités qui sont innocentes entre guillemets pour montrer aux régulateurs que ça ne provient pas d'activités illicites. Et là, et en gros, ça change tout parce que ça permet à la fois aux utilisateurs honnêtes de pouvoir faire des transactions confidentielles de façon conforme, et en même temps, eh bien, ceux qui font des transactions illicites continuent n'ont pas accès à ce genre de solution et doivent continuer leur cavale avec les fonds volés. Et qu'est-ce que je voulais dire également? Là, vous avez une liste de tous les avantages qui sont relatifs aux Privacy Pools. Coincer les acteurs malveillants, on en a déjà parlé, mais on a aussi la crédibilité neutre, alors qui est une notion assez abstraite, mais concrètement, le protocole ne doit pas sacrifier la neutralité. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que on doit permettre à absolument n'importe quel utilisateur de faire ce qu'il veut du moment qu'il suit les règles du jeu. Et justement, Privacy Pools permet justement de donner une alternative aux gens honnêtes de pouvoir faire des transactions confidentielles et tout sans avoir à obéir à quelconque organisation comme l'OFAC, qui est un régulateur américain qui avait censuré en tout cas qui avait inscrit certains protocoles sur une liste noire. Non. Effectivement, c'est un outil qui est intéressant puisqu'il concilie l'aspect protection de la vie privée et l'aspect en fait je suis innocent, je n'ai rien à me reprocher, etc. Qu'est-ce que vous en pensez du développement de ce genre d'outil dans notre écosystème? Si je peux y aller, ouais, ça me paraît un peu fondamental quand même dans les cryptos d'être défenseur un petit peu de la vie privée, parce que effectivement, comme tu dis, c'est paradoxal parce que tout est open et tout est lisible. Mais en revanche, on a quand même cette culture d'être quand même, je dirais, un petit peu maître de notre risque, et on gère
quand il s'agit de portefeuille, etc., on gère notre propre risque. Et éventuellement, je pense que c'est pas souhaité d'avoir toutes ces données bancaires, toutes ces données financières accessibles à tous. Et c'est là où je pense que ces outils-là sont intéressants. Après, voilà, dans la mesure du raisonnable, je pense qu'il faut pouvoir. La régulation n'est pas toujours une mauvaise chose, mais je pense qu'il y a vraiment, je dirais, un minimum à préserver pour que ça ait toujours du sens, en fait. Parce que si on tient à faire de la blockchain comme on fait finalement du web traditionnel, il n'y a plus trop d'intérêt, quoi. Je veux dire, ça perd un peu de son charme, quoi. Ouais, complètement. C'est vrai que non, mais c'est vrai que des solutions comme ça, c'est assez intéressant. Alors après, au-delà de Galash ou Privacy Pools, aujourd'hui, il existe même des solutions qui permettent de prouver des faits de son identité sans dévoiler réellement son identité. Et tout ce qui va être les preuves ZKP, il y a d'ailleurs Sismo qui travaille beaucoup là-dessus, qui va permettre demain, là dans le cadre de l'emploi du job par exemple, d'aller prouver une expérience passée dans une entreprise sans dévoiler cette expérience. Et du coup, c'est un gros avantage parce que du coup, vous gardez un peu, si demain vous voulez travailler avec juste un pseudo avec juste votre pseudo Twitter, demain avec ces ZKP, vous allez pouvoir prouver vos expériences passées, vos compétences, sans dévoiler à aucun moment votre identité. Donc ça, c'est un gros avantage pour certains développeurs qui veulent pas forcément laisser savoir que voilà, ils bossent pour tel ou tel projet. Ouais, complètement. Ouais. Ça permet d'avoir un monde où effectivement on est plus obligé de se doxer pour pouvoir prouver ce qu'on fait, quoi. Exactement. Carrément. Il y avait une question qui était qui détermine si on est honnête ou pas. Justement, hein, c'est dans le modèle de Privacy Pools. C'est pas Privacy Pools qui détermine les critères qui font que vous êtes une transaction honnête ou pas. En fait, Privacy Pools vous permet de vous associer à un sous-ensemble de transactions qui sont définies par un régulateur, par une entité tierce, par n'importe qui. En fait, n'importe qui peut créer un ensemble de règles qui disent bah voilà, toutes les transactions qui obéissent à ces règles-là, elles sont incluses dedans. Et vous allez pouvoir finalement montrer votre appartenance à un groupe dont la moralité est établie par, c'est un peu le retour du tiers de confiance, hein, je suis désolé, mais c'est ça. Donc un tiers de confiance qui va dire, bah voilà, ou des choses comme Chain Analysis ou des entreprises dont le rôle est de regarder toutes les transactions qui sont on-chain, qui vont pouvoir dire, bah voilà, si vous appartenez à tel pool, les fonds sont verts, sinon ils sont orange et sinon ils sont rouges, quoi. Donc c'est ça le modèle de Privacy Pool. C'est pas d'après eux, c'est ils mettent un toolkit finalement à disposition qui permettra aux gens de dire d'après nous l'honnêteté c'est ça. Et ensuite, en fonction de ce que vous allez faire de vos fonds, vous allez pouvoir dire bah, j'appartiens à tel pool qui définit l'honnêteté comme étant X ou à tel autre qui définit l'honnêteté comme étant Y. Et je peux utiliser mes fonds pour acheter une formation chez Alira ou je peux utiliser mes fonds pour payer mes impôts au Salvador, que sais-je. Voilà, et donc ça va dépendre ensuite des régulateurs, hein. On n'y échappe pas. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on vit dans un monde de transparence, totale transparence, hein, puisque les transactions sont publiques, enfin en tout cas pour la majorité des choses. Et en même temps, il y a quand même la préoccupation de la vie privée. Et en fait, on voit ressurgir d'autres mécanismes de ce qu'on appelait avant la e-réputation. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qui va définir que tel flux... et c'est pas forcément... Je pense que ça ne sera pas forcément que l'enjeu de la régulation. Je pense que, de manière préventive, pour ne pas avoir de problème, si un jour un label est institué de dire que si dans les flux, moins de 5% sont suspects, je sais pas quoi, ils ont le label bleu et plein d'entreprises vont se dire je ne prends que des transactions label bleu parce que statistiquement j'ai beaucoup moins de soucis juridiques après. Et donc ça serait peut-être pas forcément administrativement judiciaire, mais ça pourrait tout simplement être un espèce de standard, comme les standards de carbone ou des choses comme ça qui existent aussi, qui ne sont pas forcément liés à des lois. Voilà. Après, c'est vrai que Jérémy a parlé de régulateurs juste avant, mais ça peut tout aussi bien être les projets blockchain eux-mêmes qui fixent leurs limites. Par exemple, sur des plateformes d'échange décentralisées comme Uniswap, elle peut mettre en place des
des limitations, c'est-à-dire que seules les personnes qui ont aucun fonds illicite peuvent y déposer leur liquidité. Et Privacy Pools peut servir dans ce but-là. Mais après, ça peut aussi devenir un problème à terme pour Privacy Pools parce que admettons qu'un utilisateur veuille se servir d'une application DeFi et en même temps accéder au service d'une banque réglementée, eh ben, il doit déposer ses fonds dans un sous-ensemble qui doit satisfaire les critères des deux organismes en même temps. Du coup, ça réduit considérablement les possibilités en termes de capital qu'on peut mobiliser pour ça. Donc, Ouais. après, c'est clair que bon, pour les utilisateurs qui ont des fonds relativement limités, ça ne peut pas vraiment être un problème. Mais pour des institutions où tout se compte en millions, voire en milliards, eh bien, ça peut devenir un vrai souci pour son adoption. Moi, je vous avoue, et notamment, je rebondis parce que dans le chat, il y a ça parle de Tornado Cash et de Alex Petrov. Je vais avoir du mal à le prononcer correctement. Berdzef. Merci. Et en fait, moi, j'avoue que je suis assez clivé par rapport à l'arrivée d'un outil comme Privacy Pools. D'un côté, c'est très bien, on va pouvoir réintégrer de la privacy enfin pour les utilisateurs d'Ethereum, et on l'a vu, c'est important. Mais d'un autre, en fait, ça me pose vraiment deux problèmes majeurs. Le premier, c'est qu'en fait, on inverse complètement la charge de la preuve, c'est-à-dire que plutôt que de dire c'est au régulateur, c'est au juge, c'est au tribunal de prouver que je suis coupable de quelque chose, et ben à la place de ça, c'est pour que je puisse utiliser un système, il faut que je prouve que je sois innocent. Donc, enfin, quand même, hein, il y a un changement de paradigme, c'est paye ton renversement de la charge de la preuve. Maintenant, si je veux faire un transfert vers un fonds et que je veux avoir ma vie privée qui est sauvegardée, ce qui est quand même un droit de base en démocratie normalement, de fait d'avoir, enfin voilà, les systèmes qui empêchent les gens d'avoir de la vie privée. Désolé, je vais faire le petit point Godwin de la discussion, mais n'empêche que ça s'appelle les systèmes totalitaires en fait, les systèmes qui rognent sur la vie privée des gens dans tous les sens. Et donc premier problème, ça renverse complètement la charge de la preuve sur je dois maintenant prouver que je suis innocent, sacré concept. Et deuxième problème, notre ami Alex Petrov, il est sorti de prison, Dieu merci, mais en fait, il a vécu un enfer. Et je vous invite à suivre un peu le procès qui est absolument kafkaïen qu'il a subi. Et il a subi ce procès, pourquoi ? Parce qu'il a écrit un outil, il a écrit et publié du code qui permet aux gens d'avoir une vie privée on-chain. En fait, l'outil Tornado Cash, moi, je le compare au S de HTTPS. Vous savez qu'avant l'arrivée de HTTPS, qui permet d'encrypter le flux entre votre ordinateur et le serveur qui vous envoie les données, le flux il était en clair, et donc toutes les personnes qui faisaient passer ce flux, tous les fournisseurs d'accès, pouvaient lire le flux et voir que vous étiez allé sur tel site, tel autre site, les gouvernements pouvaient s'en donner à cœur joie, etc. Bref, niveau de vie privée égal à 0. HTTPS a le mérite d'encrypter le flux entre vous et le serveur, si bien qu'en fait, à part le serveur et vous, il n'y a personne qui sait ce qui s'échange entre les deux. Et Tornado Cash, c'est ça, mais sur la blockchain, pour des transferts de fonds. C'est vous permettre d'envoyer, de recevoir des fonds sans que la Terre entière soit au courant de qui fait ces transferts de fonds. Et ça devrait être normal, en fait. Le fait que des criminels, et il y en a, je ne veux pas faire l'enfant de cœur, je sais très bien qu'il y a des criminels et qu'il y a des gens qui blanchissent de l'argent sur Tornado Cash. Mais le fait que les criminels utilisent cet outil-là ne rend pas l'outil en lui-même illégal et ne devrait pas envoyer le développeur de l'outil en prison. C'est exactement comme si vous aviez des sites malveillants qui utilisaient HTTPS, et il y en a plein, et des sites qui font des trucs absolument atroces, qui sont abjects. C'est comme si on disait, voilà, maintenant il faut envoyer en prison le développeur de HTTPS parce que tel site qui est absolument horrible et qui fait des choses odieuses utilise cette technologie. Non, en fait. C'est une technologie qui permet de faire de la vie privée. Ensuite, s'il y a des gens qui font des trucs horribles avec, il faut que les forces de l'ordre se bougent derrière et qu'elles empêchent ces activités, quoi. Plutôt que de juste d'empêcher tout le monde d'avoir une vie privée. Recevoir des flux de Tornado Cash, c'est comme si vous avez payé en cash. Enfin, si vous avez envie de payer votre pain en cash et pas avec votre carte bleue, c'est juste vous avez
plein de raisons de le faire, et ça peut être aussi le fait que vous n'avez pas envie que votre femme sache que vous allez à la boulangerie parce que vous êtes au régime. Donc il y a plein de choses comme ça qui sont mises, et j'aime beaucoup l'exemple que tu as mis effectivement de l'HTTPS. Le chiffrement qu'on utilise aujourd'hui était judiciairement considéré comme une arme militaire de deuxième catégorie. Nous utilisons du chiffrement militaire des années 90. Et ça a été validé pour une raison très simple, c'est que ça favorisait l'e-commerce. Donc forcément, quand ça favorise l'e-commerce, la loi est plutôt conciliante. Et je vais même rebondir sur ce que dit tout à l'heure Jérémy, c'est pas du totalitarisme de dire que la charge de la preuve est inversée, c'est de l'obscurantisme. Prouver que vous n'êtes pas une sorcière, ça peut être les deux, mais c'est pire. C'est-à-dire que prouver que vous n'êtes pas une sorcière, c'est de l'obscurantisme en fait. Et alors qu'on peut avoir un totalitarisme qui n'est pas obscurantiste. Donc c'est le pire des totalitarismes en fait. Donc oui, effectivement, on bascule sur quelque chose qui est quand même un peu compliqué. Avec du délit de cette gueule, vous utilisez cette technologie-là, donc vous devez prouver que vous êtes innocent. Il y a un vrai problème là-dessus, il y a un vrai enjeu. Pour l'instant, cet enjeu touche une très petite pourcentage de la population française. C'est pour ça que ces travers-là peuvent commencer à se cristalliser. Mais je vous rappelle que peut-être demain, ça concernera beaucoup plus de personnes. Donc ces chaînes-là, on sera beaucoup plus nombreux à les porter, et plus on est nombreux à porter des chaînes, plus ça hurle fort. Ouais, complètement. Alors ça va peut-être alors peut-être qu'on va mélanger, peut-être qu'on est sur le point de mélanger les sujets, mais justement justement, est-ce qu'il y a des opportunités d'emploi dans la confidentialité justement? Bravo Virgile, transition incroyable. Ah bah on fait ce qu'on peut. Alors, si je peux démarrer, l'idée c'est que oui, il y en a dans les deux sens en fait, comme on disait un peu plus tôt. Il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent sous des pseudonymes en fait, donc la confidentialité, elle n'est pas que du côté d'une entreprise finalement. Elle va être aussi du côté du candidat. Bien sûr, c'est l'objet de garder son anonymat, etc. Mais du coup, oui, on le retrouve quand même pas mal. Après, voilà, en fonction des pays, en fonction des juridictions, en fonction de l'activité de la personne, ça va être plus ou moins développé. Ça reste quand même je dirais une minorité, moi, de mon côté. Après, peut-être qu'Aurélien aura une vision différente. Mais en tout cas, par contre, c'est quelque chose qui est arrivé quand même plusieurs fois. On m'a dit, voilà, moi, je préférais garder mon anonymat et j'ai pas envie de me dox, comme on dit dans l'écosystème. Donc, ça fait partie intégrante, je dirais, du paysage. Ouais, et puis après, les métiers dans la vie privée, c'est pas forcément des métiers particuliers, mais il y a beaucoup de projets qui se développent autour de ça. Et dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il y a des projets qui vont se développer justement pour aller tracer et limiter cette privacy sur la blockchain, comme avec du chain analysis. Et inversement, il y en a d'autres qui vont aller travailler pour garder cette vie privée tout en prouvant notre bonne foi. Donc, comme les privacy pools, comme d'autres projets que vous disiez, par exemple Sismo tout à l'heure, qui est un projet français, des projets comme ça qui vont aller permettre de garder cette privacy, mais tout en prouvant qu'on est honnête et comme on dit, voilà, comme tu disais tout à l'heure, Daniel, qu'on n'est pas une sorcière. C'est ça. Donc, il y a des projets dans les deux sens. Ok. Super intéressant, merci. Ouais, hyper cool. Est-ce que le chat, vous avez des questions pour nos invités, pour la team, pour qui vous voulez? Alors, il y a Vortas qui demande, vous avez des travailleurs anonymes auprès d'entreprises? C'est certainement une sorcière. Ah oui, bah, oui. Anonyme, pseudonyme, oui, clairement, il y en a. Ça arrive. C'est pas du tout le plus commun, mais ça arrive. Ça arrive, mais c'est plutôt en freelance d'ailleurs. Ouais. Et ça va rarement être pour des missions longues. Et généralement, ouais, en fait, ça va être anonyme avec la majorité, mais il y a quand même peut-être une question contractuelle à la fin sur laquelle, évidemment, ils vont contractualiser avec un vrai nom. Mais je pense que c'est dans l'idée de garder un minimum de personnes au courant de son identité, ce que je peux comprendre. Et après, il y a aussi une histoire de vertical métier, c'est-à-dire qu'en gros, je vois mal quand même ça peut exister, mais je vois mal un commercial être full anon, quoi. C'est difficile, je pense, d'aller taper aux portes d'entreprises sans aucun visage, quoi. En revanche, beaucoup de devs sont plutôt pseudonymes, des artistes, ce genre de choses, même des modérateurs, ce genre de métier. Parce qu'en fait, il y a des zones de métier où ça va être applicable facilement et
où ça posera vraiment strictement aucun problème. Et d'autres où c'est peut-être se tirer un peu une balle dans le pied quand même. Ouais, on en a quelques-uns au sein d'Alira, je dirais pas qui, mais il y en a quelques-uns qui ne sont pas fully doxed. Quand on y réfléchit, finalement, le pseudonyme, c'est entre guillemets, c'est la meilleure façon c'est le meilleur compromis qu'on puisse trouver entre entre l'anonymat et la divulgation de ces données. Parce que si tout le monde est anonyme, personne ne peut savoir pour qui a contribué à quoi. Et en même temps, on n'a pas envie que n'importe qui puisse tout savoir à chaque fois qu'on fait quelque chose. Et finalement, c'est aussi pour ça que la plupart des indépendants travaillent en pseudonyme. C'est qu'ils ont cette capacité de contribuer tout en laissant la capacité de savoir qui se trouve derrière cette contribution. Ouais, en fait, c'est vrai que le public utilisait anonyme à tort et à travers. L'anonyme vrai est extrêmement rare. La quasi-totalité des cas sont des pseudonymes, en fait. Quand on dit anonyme, quand vous entendez anonyme dans les grands médias, 90% des fois, c'est du pseudonyme, en fait. L'anonyme pur, on va dire pur, machin, c'est très, très, très rare. C'est par des mécanismes de tort, des mécanismes. Même HTTPS n'est pas complète. Et les pseudonymes, il n'est même pas anonyme. Vous voyez, c'est très compliqué, en fait. Ouais, et même l'anonyme, en tout cas, être complètement anonyme sur un blockchain, c'est une possibilité, mais en utilisant un blockchain, il faut forcément se connecter quelque part. Donc, on laisse des traces off-chain qui nous permettent de nous pister. De nous pister, pardon. Et c'est comme ça que la plupart des hackers de protocole se font arrêter parce qu'ils ont laissé des traces off-chain qui ont permis de remonter jusqu'à eux. Et de Ça, les c'est un embarquer. Et d'ailleurs, en l'occurrence, quand on parle de tous les grands développeurs et toutes les personnes qui ont travaillé pour ce qu'on appelle communément les cypherpunks, beaucoup de cypherpunks, on les connaît. Hein. C'est-à-dire que la grande majorité des cypherpunks parlent en leur nom, on connaît leur identité, et il n'y a pas de... c'est-à-dire que être pour l'anonymat veut pas dire qu'on ne veut pas que les gens nous connaissent ou qu'on voilà. C'est simplement que moi, par exemple, quand je dois envoyer un courrier, j'envoie pas en carte postale. Si j'ai envie de dire des choses un peu intimes, je ne fais pas une carte postale, je mets une enveloppe. Et c'est pas parce que je mets une enveloppe dans mon courrier que je suis un criminel. Donc, à un moment donné, voilà, il faut juste prendre les bonnes métaphores et demander à quelqu'un qui l'anonymat c'est chiant, demander dans ce cas-là, vous envoyez tout en carte postale. Mettez pas des enveloppes dans votre courrier, c'est ça le problème. Donc, voilà, à un moment donné, il faut juste prendre conscience des bonnes choses. Ouais, complètement. C'est sur ces belles paroles qu'on va conclure notre. Chacun pourra imaginer les courriers de Daniel. Hein. Je vois qu'il y a des gens dans le chat qui ont l'imagination débordante. L'enveloppe est électrifiée. Avec des pointes et de l'acide autour. Ouais. Merci à tous, en tout cas, d'avoir suivi ce live des Chroniques d'Alira. Merci beaucoup à Aurélien et Thibaut d'avoir été présents à notre invitation. Merci Virgile et merci Daniel d'avoir assuré votre rôle de chroniqueur. Cyril, salut. Je voulais juste faire une annonce. Désolé, je n'ai pas été présent du tout jusqu'à maintenant, mais la semaine prochaine, mercredi prochain, on vous prépare un live spécial IA Prompt. Ça sera assez sympathique. Donc, il y aura live la semaine prochaine, mercredi, midi et jeudi, comme d'hab, Chronique d'Alira. Double live. On vous vous faites le concours de prompt, c'est ça, le mercredi, c'est le concours de prompt qui est organisé. Exactement. Ce sera la permanence d'Alira, ce sera assez sympathique. On en reparle. Trop bien. Bon, vous pouvez venir du coup mercredi pour le concours de prompt et jeudi, si je ne dis pas de bêtises, on va aborder littérature, c'est ça. Hein. Voilà, on va parler littérature et on a peut-être un invité surprise. Pour l'instant, on vous en parle pas parce qu'on est encore en train d'agencer les calendriers, monsieur. Ah, ça c'est toujours compliqué. Si vous voulez rejoindre l'écosystème blockchain, travailler sur améliorer sa vie privée ou n'importe quel autre aspect, vous pouvez rejoindre Alira. C'est en vérité les derniers jours où vous pouvez le faire, puisque nos formations blockchain pour les développeurs, pour les consultants tokenomics et pour les consultants DeFi commencent lundi. Donc il vous reste vraiment quelques jours, on est sur la toute fin, si vous voulez embarquer dans le wagon et faire peut-être partie des prochaines personnes accompagnées par Thibaut et Aurélien. Si vous vous intéressez plutôt à l'IA, on vient d'ouvrir nos formations sur l'IA et elles commenceront une semaine après les formations blockchain, donc le 9 octobre. Je vous laisse regarder sur le site d'Alira, vous avez toutes les informations, vous pouvez prendre rendez-vous avec les conseillers,
et voir aussi comment embarquer sous cet angle-là. Et je vous remercie à tous d'avoir suivi ce live à nouveau. Je vous souhaite un très bon appétit pour ceux qui n'ont pas déjà mangé. Et je vous dis à jeudi prochain. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir À à plus. toutes et tous. Merci beaucoup. Life is just